Bonjour Thibaut, tu es cofondateur de Metaverse.domains, donc une plateforme d'enregistrement et de gestion de domaines Web3 dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bien sûr. Salut Pierre, bah, écoute, merci de me recevoir sur BlockX. Donc pour mon parcours, moi j'ai commencé dans la crypto en 2017. J'ai commencé par du trading parce que c'est ce qui était, disons, le plus simple à l'époque. Pour moi, j'étais assez jeune et puis bon voilà, comme tout le monde, je pense qu'il y avait l'envie de faire de l'argent rapidement. Et puis très vite, en fait, je me suis beaucoup plus intéressé à l'aspect, disons, technologique. Et en fait, j'ai monté une première société en 2018 en- euh, avec mon associé et on travaillait avec Sébastien Gouspillou dans le minage de Bitcoin. Et en fait, on l'aidait sur ses projets, disons, dans des pays exotiques pour avoir du kilowattheure à pas cher. Donc voilà, c'était mon premier projet. Ensuite, je suis parti à Séoul, au Bitcoin Center Korea, pour lequel j'ai été mentor. Notamment, donc en fait, je ramenais des startups au Bitcoin Center et puis on les présentait, qu'il y avait parfois des investisseurs, tout ça, tout ça. Et le truc qui m'a le plus marqué à ce moment-là, c'est j'avais fait une interview de Andreas Antonopoulos. Pour ceux qui connaissent peut-être pas, pour les plus récents, c'est vraiment pas le gourou, mais le gars le plus intéressant en fait dans cet écosystème. Et donc, je l'avais interviewé au The Economy Forum en 2019 à Séoul. Énorme. C'était assez sympa. Et puis voilà, ensuite, bon, j'ai fait d'autres projets dans mon coin en dehors du Web3. Et là, je reviens sur cette très belle opportunité pour tout le monde d'enregistrer, de gérer et de mieux comprendre cet écosystème de nom de domaine Web3. Ouais, parce que justement, l'enregistrement, la gestion des noms des domaines Web3, ça a des forts enjeux qui sont pas forcément connus de tous. Avant de rentrer un peu dans les spécificités de ce que vous faites, est-ce que tu peux recontextualiser, alors déjà, ce que c'est qu'un nom de domaine Web3 et en fait, Mhm. l'enjeu qu'il y a derrière du nom de domaine? Mhm. Bien sûr. Alors, c'est intéressant, tu vois, de dire nom de domaine Web3 parce que très souvent, on pense juste ENS, puisque c'est, disons, le projet qu'on voit partout aujourd'hui sur Twitter. On voit tout le monde qui met son profil avec un point ETH. Même, il y a Hublot et Puma qui ont mis leur profil en point ETH sur Twitter. Donc, il y a eu pas mal de trucs. Mais en fait, les noms de domaine Web3, c'est plus, disons, une technologie qui permet de résoudre un wallet. Donc, en fait, si c'est un système d'identification, si on part, disons pour faire la petite histoire de comment c'est arrivé, c'est le nom de domaine Web3, on a un socle technologique qui est la blockchain, dans laquelle le système d'identification, c'est seulement un wallet en fait, donc une chaîne de 42 caractères alphanumériques. On n'a pas d'adresse email, on n'a pas de sign-in with Google, on n'a pas de sign-in with Facebook, et donc on n'a que ça comme moyen d'identification. Euh, le problème, c'est que bah, cette chaîne de caractères-là, elle n'est pas lisible par l'homme. Moi, quand je vois ta chaîne de 42 caractères, j'arrive pas à voir que je suis en train de parler avec Pierre. Alors que si on arrive, tout comme sur les DNS, donc c'est-à-dire le .com qui résolve une adresse IP, à résoudre une adresse de portefeuille, bah, à ce moment-là, je peux directement envoyer de l'argent à pierre.eth qui sera directement résolu dans la blockchain sur un wallet. Et donc, on se rend compte qu'on peut faire ça bah, sur toutes les blockchains et même sur les mêmes blockchains, on peut en faire pas que de l'ETH, hein, on peut créer un point XYZ en nom de domaine Web3. Donc voilà, un nom de domaine Web3, dans son essence, c'est le fait de résoudre une adresse de wallet. Pour ce Ouais, qui est des enjeux, en fait, aujourd'hui, je pense que l'enjeu, il est du côté des entreprises parce que, disons qu'on a le retail Web3 qui a bien compris l'intérêt d'avoir son wallet en point, son point ETH qui résout en wallet. Mais le fait est que chaque extension, chaque point ETH ou un point crypto chez Unstoppable Domains est unique. Et en fait, je pense que l'enjeu, il est là. C'est que les entreprises vont se retrouver comme dans les années 2000 avec leur point .com, à avoir été cybersquattés ou tout du moins à ne pas avoir la propriété de leur forme d'identification unique. Et comme on le sait avec tous les principes de la blockchain, c'est-à-dire euh, on ne peut pas aller le récupérer avec une quelconque autorité centrale comme l'ICANN sur les systèmes DNS. Donc,
Là, voilà, on a vraiment, disons, un enjeu bon, de propriété intellectuelle pour les marques et de technologique, un message à faire passer, de dire, bah voilà, vous avez ces noms de domaine-là qui existent, que vous avez besoin, pour, dont vous avez besoin pour interagir avec tout ce qui est Web3. C'est-à-dire que vous n'avez aucun moyen d'identification aujourd'hui si vous n'avez pas votre nom de domaine Web3. Voilà. Ouais, donc là, tu as parlé justement des enjeux pour les entreprises. Heu, Moi, je pense aussi un peu aussi côté, particulier. On Il y a beaucoup de gens qui parlent de d'anonymisation ou de pseudonymisation, voilà. Quel est l'enjeu pour les particuliers par rapport à ces noms de domaines-là? Est-ce qu'il y en a? Ben, euh, en fait, dans tous les cas, son nom de domaine, en fait, ce qu'il y a, c'est que beaucoup aujourd'hui euh, mettent sur leur compte Twitter les noms de domaine qu'ils ont. Le truc, c'est que à partir du moment où tu mets un nom de domaine que tu possèdes, c'est-à-dire, je sais pas moi, james.eth, et que tu le mets sur ton profil, bah moi, je peux aller voir sur la blockchain tous les autres domaines que tu possèdes et donc les lier au portefeuille auquel ils sont rattachés. Et en fait, dans ton nom de domaine, dans ton nom de domaine, tu as plusieurs champs. Tu as le champ registrant, qui est celui qui possède le nom de domaine. Tu as le champ contrôleur, qui va être capable de modifier les attributs du nom de domaine, donc la description, les champs de description de ton domaine, c'est-à-dire le compte Twitter auquel il est rattaché, etc. Et tu as l'adresse de résolution de ton nom de domaine, c'est-à-dire quand j'envoie sur james.eth, à quelle adresse Ethereum ça renvoie. Et en fait, enfin, disons, le seul problème, si on voyait d'un point de vue pseudonymisation, anonymisation, ce serait que si tu commences à parler et à mettre en avant ton nom de domaine, il faut faire attention de bien, disons, ne pas permettre à ce que quelqu'un vienne et sache et puisse mapper absolument tous tes wallets et tous tes noms de domaine. Mais après, disons d'un point de vue, enfin, rattacher ton nom de domaine Web3 à un wallet, y a aucun problème de pseudonymisation, puisque dans tous les cas, si tu t'appelles pas James, ben, personne sait qui t'es. Et puis, si tu décides de mettre ton vrai prénom, bah voilà, tu deviens une personnalité publique et c'est toi qui le décides. Yes, très clair. On va faire un état de l'art de ce qui existe aujourd'hui, donc ENS et Unstoppable Domain. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est la différence entre les 2? Ouais, bien sûr. En fait, dans l'écosystème Web3, des domaines Web3, tu as donc, comme tu as dit, ENS, qui a, disons, 2,7 millions de noms de domaines en .eth qui sont enregistrés, ce qui est assez énorme, hein. Je crois que dans les années 2001, tu avais, ouais, c'est ça, c'était à peu près 3 millions de domaines en .com qui étaient enregistrés. Donc, on est quand même sur une belle adoption. Disons, la possibilité de s'identifier ou au moins d'utiliser ces noms de domaine-là en .eth, donc sur ENS, sont intégrés dans plus de 570 plateformes. On parle des dApps, des métaverses Web3, etc. Même des blockchain scans, etc. Euh, Ensuite, tu as Unstoppable Domains. Donc là, eux, ils ont décidé de minter différentes extensions. Donc ENS, ils ont minté juste le point ETH, mais Unstoppable Domains, ils ont du point crypto, du point blockchain, du point Z, du point NFT. Et en fait, à ce moment-là, tu es capable, un petit peu comme sur le Web 2, avec ton .com, .fr, .net, .org, etc., de t'identifier à, disons, une communauté ou à un cercle géographique donc voilà, eux, ils ont décidé de partir sur ça. Je pense que la différence fondamentale, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans le fait qu'ils aient créé d'autres extensions, c'est surtout qu'ils aient protégé certaines marques les marques les plus connues. C'est-à-dire que si tu vas sur ENS, tu es capable d'enregistrer Danone.eth. Alors que si tu vas sur Unstoppable Domains, on n'est pas capable. La marque a été protégée. Et donc, tu as ce côté, disons, permissionless de la crypto qui n'est pas là, où en fait, ils ont mis un système de permission par-dessus leur smart contract. Bon, il y a aussi le fait que Unstoppable utilise Polygon et que ENS utilise Ethereum.
Mais voilà, après, c'est sensiblement les mêmes choses. Disons que NS a un petit peu plus de fonctionnalités dans le sens où tu as des name wrappers, tu as le fait de créer des sous-domaines de ne plus avoir la propriété du sous-domaine que tu crées. C'est-à-dire, si moi j'ai james.eth et que je décide de créer bob.james.eth, euh, et que je décide de te le donner, et ben en fait, je vais le mettre dans un contrat qui s'appelle le name wrapper et ça va permettre de dissocier mon contrôle du sous-domaine que je vais te donner ou que tu vas minter. Donc toi, tu auras la pleine propriété, comme n'importe quel autre NFT, de ton sous-domaine. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que je suis plus capable, moi, détenteur du TLD, de révoquer ton accès à ce sous-domaine-là. Quand bien même, tu as toujours accès à l'écosystème james.eth. Donc ça peut être très intéressant si on pense à des marques ou à des collections. Bon, voilà, il y a énormément de choses à faire sur ça. Sinon, dans l'écosystème, tu as aussi Handshake qui est pas mal. Et sinon, tu as également toutes les extensions, disons, par blockchain. Parce que comme on a dit, bah, un nom de domaine Web3, c'est juste enregistrer enfin, résoudre un domaine sur la blockchain. Et donc, tu as du point sol, tu as du point thèse, tu as du point dot pour Polkadot, etc., etc. Donc voilà. Yes. Bah, justement, par rapport à l'enregistrement, à la gestion des noms de domaine Web3, quelle est votre approche, votre stratégie et qu'est-ce que vous proposez avec Metaverse.domains? Ouais, alors nous, ce qu'on propose, c'est plus une approche, disons, B2B, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché s'est focalisé sur le retail, c'est-à-dire avoir des utilisateurs qui ont leur nom de domaine en .eth. Et, euh, et en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, et pourquoi on est arrivé sur Metaverse.domains, c'est que en fait, 97% des sociétés du S&P 500, 94% des sociétés du CAC 40 et 95-96% des sociétés du SBF 120 ne possèdent pas en fait leur nom de domaine en .eth, mais leur nom de domaine en .eth a déjà été minté. Donc, ça veut dire qu'elles n'y ont pas accès. Comme on a dit tout à l'heure, ces noms de domaine-là sont uniques. Donc, ça veut dire que si demain elles souhaitent euh, tout simplement se promouvoir en tant que marque dans le Web3, bah, il va falloir soit qu'elles les récupèrent, soit qu'elles se promeuvent avec une autre marque qui sera disponible, on va dire. Voilà, nous on a identifié ça et ce qu'on essaie d'une part, c'est premièrement de faire comprendre à ces marques l'enjeu pour leur propriété intellectuelle et d'autre part de leur proposer des solutions. Euh, donc en solution, nous, ce qu'on propose, c'est, disons, sur notre plateforme, on est capable, on est la seule solution à faire ça, c'est proposer de l'enregistrement cross-chain, c'est-à-dire que on est capable aussi bien d'enregistrer des domaines sur du point ETH, donc au travers de NS, aussi bien d'enregistrer des domaines en point crypto sur Unstoppable Domains, parce qu'on a réussi à devenir partenaire auprès d'eux. Et donc voilà, en fait, on est la première plateforme à, si tu veux, faire cette agrégation d'extensions. Ensuite, on propose également un outil de recherche avancé. On s'est rendu compte que si tu veux, sur ENS, donc sur les points ETH, pas sur Unstoppable Domains, mais que sur ENS, tu es capable de faire du très très gros phishing de domaines. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que tu peux enregistrer des caractères d'un alphabet phonétique et des caractères d'un alphabet cyrillique ou d'un alphabet latin ensemble. Et à ce moment-là, moi, je te mets pierre.eth en alphabet latin et pierre.eth avec un mélange d'alphabet cyrillique et latin et phonétique, et tu verras aucune différence. Et donc voilà, ce qu'on propose, c'est également un outil de recherche avancé. Donc on a fait ce mapping en fait de tous les caractères. Ensuite, on propose également, toujours dans cette démarche d'aider les entreprises, un système de WHOIS, c'est-à-dire que notre solution, si tu veux, elle est majoritairement euh, euh, proposés au travers de bureaux d'enregistrement qui ont une force d'autorité. Ces bureaux d'enregistrement, ça va être des cabinets de conseil en propriété intellectuelle, des cabinets d'avocats, des gros cabinets comme KPMG par exemple, de Gold Florence qui travaille avec nous également. Et eux vont aller voir leurs clients et leur proposer justement de sécuriser leur propriété intellectuelle. Et du fait que c'est un intermédiaire. Bon, dans la blockchain, on n'aime pas trop ça, mais bon, là, je pense que c'est quand même nécessaire de savoir que quand tu envoies de l'argent à un Danone.eth, tu l'envoies bien à Danone et pas à Michel. Donc voilà, nous, en fait, ce qu'on essaie de permettre, c'est
de mapper pour les marques, mais c'est pas de mapper les particuliers, mais vraiment pour les marques, d'être capable de savoir que quand on envoie un paiement pour un produit à telle personne, l'utilisateur puisse avoir un Wiz à disposition qui dit bah, effectivement ça a été enregistré par tel bureau d'enregistrement et c'est safe. Voilà. Ensuite, on propose également du coup, de la négociation de domaine comme broker, c'est-à-dire que les marques qui sont venues nous voir et qui se sont dit oui, bon, bah, on peut enregistrer tu vois, on peut enregistrer notre filiale, elle est encore disponible, ou on peut enregistrer notre produit phare, il est encore disponible, mais moi, je veux ma marque, quoi, tu vois. L'Oréal, aujourd'hui, il est en vente pour 1,3 million, 1,3 million dollars sur une plateforme qui s'appelle ENS Vision. Donc, Total Energies, pareil. Donc, voilà, il C'est-à-dire y a un qu'il y a vrai... il y a des petits malins qui ont déposé ces noms-là au tout début et se sont dit, ils se sont frottés les mains en se disant ça va forcément être utile un jour si jamais ils s'y mettent. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de police, d'intermédiaire par rapport à ça, ça peut poser problématique. Exactement, exactement. Et en fait, alors je demande pas à ce qu'il y ait une police parce que moi je suis full web 3 je demande pas à ce qu'il y ait une police, mais enfin même moi-même, même en étant full web 3, aujourd'hui on n'a pas vraiment de moyen d'authentification dans la blockchain pour savoir si tu t'adresses vraiment à cette personne-là, que ce soit d'un point de vue phishing comme on vient de dire, ou d'un point de vue, quand bien même par exemple tu as PwC. PwC a été du coup enregistré par on ne sait pas qui, et il a été ensuite revendu en juin 2022 pour 100 000 euros, 100 000 dollars, pardon, en juin 2022. En fait, on s'est rendu compte que c'est pas PwC qui a racheté pour 100 000 euros PwC.eth, c'est un autre mec qui s'est dit, bon, bah, moi, PwC, j'aime bien, ça sonne bien, tu vois. Ou alors il s'est dit, bah, peut-être je vais le revendre plus cher, on sait pas. Un autre Euh, malin, malin de deuxième niveau, voilà. il achète même pas au début, il dit j'arrive en second rang, mais je pense que ça va valoir plus que ce qui est vendu aujourd'hui. Exactement. Bah, alors, ouais, il y a deux choses. Soit le mec aime vraiment juste les lettres PWC par hasard, et puis voilà, il voudra faire quelque chose avec. Soit également, bah, si PWC vient le voir avec une offre. Mais voilà, donc ce qu'on propose, c'est également d'agir comme ce broker pour les marques, parce que c'est très compliqué, en fait, disons, pour une marque pour une entreprise, en fait, tout simplement de se dire, bon, ok, je vais échanger des euros pour de l'Ethereum, ensuite je vais les mettre sur un hot wallet et pas sur un cold wallet, parce que tu vois, enfin, les entreprises, elles vont pas dans ce détail-là, à part si elles ont quelqu'un très innovant en interne ou un bon cabinet de conseil. Mais voilà, donc on propose de faciliter ces récupérations de domaine-là. Ensuite, en notre service, on a une agrégation de marketplace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plusieurs marketplaces qui revendent des ENS. Tu as OpenSea, tu as ENS.vision, tu as Prédomaine, tu as Domain Plug, et j'en oublie, il y a Namecheap, je crois, enfin, il y en a pas mal. Et en fait, si tu veux, ce qui est bien sur OpenSea, pour les marques, on va dire, c'est qu'elles sont capables de faire ce qui s'appelle un takedown. C'est-à-dire, elles peuvent aller voir OpenSea et dire, bah, nous, on aimerait bien que vous empêchiez la vente de, par exemple, IBM.ETH. Et IBM a fait ça, et ils sont allés voir OpenSea, et comme OpenSea, c'est une plateforme centralisée, ils ont dit, OpenSea, bah, on va vous faire un procès si vous permettez la vente de notre propriété intellectuelle sur votre plateforme. Et donc OpenSea a dit OK, OK. Et à partir de là est né quelque chose qui s'appelle le takedown. Et donc tu as pas mal de sociétés aujourd'hui qui vont voir des plateformes centralisées pour les empêcher de revendre de la propriété intellectuelle en .ETH ou même en crypto, etc. Euh, et donc, quel est disons le dark side de ça? C'est que tu as des plateformes comme ENS Vision qui sont totalement décentralisées, qui ont une vision totalement Web3, avec des développeurs qu'on ne sait même pas qui ils sont, on va dire. Euh, et, et donc, on n'est pas capable, si tu veux, de faire un takedown. Et donc, quand bien même OpenSea a enlevé IBM.ETH, bah, IBM.ETH reste à la vente sur ENS Vision et il n'y a aucun moyen légal de demander à ce que ce ne soit pas vendu. Donc, C'est dans tous fou. les cas, En termes ouais, de propriété intellectuelle, enfin, parce que c'est vraiment, ça touche à la propriété intellectuelle, il y a pas de législation par rapport à ça quant à l'utilisation de noms, que ça soit dans un nouvel univers digital, mais il y a rien qui existe en termes de compliance par rapport à ça? non. Alors, bah, pour faire, enfin, la réponse est non. La réponse, c'est non pour faire disons,
comment dire, un parallèle avec le Web 2 et comment ça fonctionne sur du DNS classique, c'est-à-dire du .com. En fait, si tu as, toi, une propriété intellectuelle démontrée et un usage de cette propriété intellectuelle, tu peux faire ce qui s'appelle une démarche en UDRP, c'est-à-dire demander à l'ICANN qu'elle récupère le domaine qui a été enregistré par cette personne et te le rendre en fait. Et pour ça, tu as un petit jeu d'avocats qui dépose une plainte. Et en fait, l'ICANN a technologiquement la main sur tous les DNS pour dire bah, ce DNS-là aujourd'hui n'appartient plus à cette personne, mais il appartient à cette personne qui en a bien la propriété intellectuelle et l'usufruit. En fait, ça, sur ENS, comme on a dit tout à l'heure, c'est totalement permissionless. C'est un smart contract qui a été lancé dans la blockchain et qui est inarrêtable, inaltérable. Et donc, il n'y a pas cette capacité de modifier qui est le propriétaire d'un nom de domaine. Euh, donc la réponse, c'est non, en fait. La réponse, c'est non. Et il y aura toujours des plateformes décentralisées pour permettre l'échange de ces noms de domaine-là euh, qui n'appartiennent pas forcément à la marque légitime. Voilà. Nous, on propose une solution par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va récupérer, en fait, on va faire une surveillance de toutes les marketplaces, qu'elles soient centralisées ou décentralisées. Et tu nous donnes, en fait, le nom de domaine que tu souhaites récupérer. Et en fait, le problème, c'est que des fois, le nom de domaine n'est pas listé aujourd'hui, à ce jour, à cet instant T, n'est pas encore listé sur aucune marketplace. C'est-à-dire que le mec l'a enregistré, mais il ne l'a pas listé. Et nous, en fait, on fait une surveillance. Et dès que le domaine est listé, on arrive à le récupérer, à pouvoir faire une offre, à être le premier à le savoir. Et on propose en fait cette surveillance et on va directement dans la blockchain pour vérifier si un domaine est listé auprès d'une plateforme ou pas. Voilà. Et on propose une autre solution qui est le fait d'envoyer en fait un NFT en airdrop. Directement dans le wallet d'une personne qui a euh, directement dans le wallet d'une personne qui a enregistré un domaine que tu souhaites récupérer et dont tu as la propriété intellectuelle. Donc en fait, il y a eu deux jurisprudences, une aux États-Unis et une en Angleterre, qui définissent un airdrop de NFT comme en fait une lettre recommandée. C'est-à-dire que tu peux te pointer en cours et dire, ben, moi j'ai envoyé un NFT en airdrop dans ce wallet-là, le mec l'a vu, et j'ai la preuve qu'il a vu parce qu'il a suivi tel hyperlien, parce qu'il a même, en fait tout simplement, si le mec a burn le NFT, bah, ça veut dire qu'il l'a vu, puisqu'il l'a burn. Donc tu vois, enfin, il y a toute cette jurisprudence qui est en train de se mettre en place pour en fait pallier en fait que quand tu essaies d'interagir avec quelqu'un qui a un wallet, bah, tu n'as aucun moyen de le contacter à part balancer un token ou un NFT dans son wallet. Et donc nous, voilà, on propose de setup ce NFT, de l'airdrop dans son wallet et de mettre à disposition un canal de communication privé pour permettre aux entreprises qui souhaitent récupérer un domaine disons, avoir un canal de communication avec cette personne-là et particulièrement que ça ait une force légale ou en tout cas qu'il y ait une jurisprudence derrière, d'où le fait qu'on utilise particulièrement un airdrop de NFT. Euh, voilà. Ensuite, on est également capable de, en fait, tout simplement de répliquer ENS. C'est-à-dire que ENS, ils ont créé un smart contract qui dit, bah, dans la blockchain, on crée un point ETH, et ce point ETH-là, on peut enregistrer des TLD dessus, donc par exemple James.eth, et ensuite on peut faire des sous-domaines. En fait, on a recréé ENS pour nous et pour nos entreprises clientes. C'est-à-dire que demain, on est capable, par exemple, de créer point .danon et que point .danon soit un nom de domaine Web3 qui existent dans le Web3, qui résolvent des wallets euh, et qui est une utilité. Et en fait, ça, c'est vraiment génial et c'est ce qu'a fait Nike, par exemple. Ils ont créé un point swoosh. C'est pas nous qui avons fait le smart contract pour le point swoosh, mais c'est très récent, en fait, ça date d'il y a 3 semaines. Ils ont créé un point swoosh et en fait, ils ont même fait un truc encore plus smart. Ils ont permis uniquement aux personnes qui possédaient le NFT artefact de minter le point swoosh. Donc voilà, tu vois, l'engagement de Hmm. communauté est assez dingue. Et donc, euh, si tu as ton NFT artefact, tu es capable de minter un point swoosh. Et en fait, ce point swoosh te donne accès à de la co-création avec des designers
de sneakers Nike qui seront mintés et ensuite qui seront forged. C'est-à-dire, le forging, c'est le fait de le créer dans le monde réel. C'est-à-dire qu'ils vont créer ce NFT, cette sneaker en NFT, euh, et ensuite, ils vont vendre ces sneakers. Et tiens-toi bien, les ventes vont donner des royalties qui seront redistribuées à toutes les personnes qui possèdent du point souche et qui auront Mmh. participé à la création de la sneakers. Donc voilà, en fait, si tu veux, c'est de l'engagement communautaire, c'est être plus proche de ton client, voilà, c'est également améliorer tes taux de conversion. C'est un peu tout ça. Donc voilà, on permet également aux entreprises de créer leur nom de domaine propre en TLD, en Web3, comme le point swoosh, un point Danone ou ce que tu veux. Voilà. Et également, en fait, le dernier service qu'on propose, et puis je m'arrêterai là, c'est de le faire de la levée de protection sur des domaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, Unstoppable Domains, en fait, protège les plus grosses marques, euh, bon, pas les plus grosses, mais vraiment beaucoup, beaucoup de marques qui ont une propriété intellectuelle. Par exemple, enregistrer un Danone.crypto, c'est pas possible si tu démontres pas à Unstoppable Domains que tu possèdes une propriété intellectuelle ou un usufruit de Danone. Et donc, nous, on permet de faire cette levée de fonds-là parce qu'on a réussi à avoir ce partenariat avec Unstoppable Domains. Donc voilà. Et la particularité, c'est qu'on propose également tous ces services-là en euros, en plus de la crypto, et d'obtenir une facture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, tu es une entreprise, tu veux enregistrer pour, je sais pas moi, 100 000 euros de nom de domaine parce que tu as 1000 domaines enregistrés. 100 000 euros, déjà, c'est une dépense qui doit passer au board pour être approuvée. Et ensuite, si tu dis à ton board que tu n'as pas de facture et qu'il faut payer en crypto et qu'il faut passer un KYC avant de le faire, C'est mort. ça se fera jamais en fait. Ça se fera jamais. Donc voilà, nous, on permet de simplifier tout ça. Yes, super. Bah, effectivement, il y a énormément de services qui sont liés à toutes les problématiques liées au nom de domaine. Je pense où on s'en doutait pas forcément, enfin en tout cas moi personnellement je m'en doutais pas forcément au début, et qui prennent davantage de poids dans tout cet aspect communautaire qui est le Web3, où le nom de domaine a vraiment une importance liée à travers les wallets et autres. Donc c'est super intéressant. Bon, on va arriver sur la fin de l'interview, Thibaut. Moi j'avais une petite dernière question, c'est alors, à travers les enjeux des noms de domaine ou non, mais quels vont être les enjeux majeurs selon toi pour, par exemple, pour Metaverse.domains ou éventuellement, question plus large sur si tu as des technos ou des projets qui t'intéressent particulièrement sur les 2 prochaines années? Bah écoute, alors, des technos qui m'intéressent particulièrement, moi, c'est Sign in with Ethereum. Pour rester du coup dans mon écosystème. On n'en a pas parlé, mais c'est un des cas d'usage vraiment majeur. En fait, qu'est-ce que ça permet? Aujourd'hui, si tu veux te connecter sur une plateforme, une DApp par exemple, euh, tu te connectes avec Connect Wallet ou avec MetaMask. Et en fait, tu as l'impression de te connecter à la plateforme, mais tu ne te connectes pas vraiment à un serveur, en fait. C'est toi de ton côté, sur ton ordinateur, que tu vois que ton MetaMask t'a identifié sur la plateforme et la plateforme te met ton petit avatar. Tout ça. Mais en fait, tu n'es pas capable d'interagir avec un serveur et avec un vrai compte d'utilisateur. Et ça, c'est un problème pour les DApp et pour les applications Web 2 aussi en général parce que elles sont pas capables de te créer un compte d'utilisateur et d'attacher à ton compte d'utilisateur une description, une histoire, un historique, etc., etc. Et en fait, Signing with Ethereum, ce que ça permet, c'est très différent de Connect Wallet ou de MetaMask ou d'une identification normale, c'est que ça permet d'authentifier que tu es le détenteur de ta public key avec une signature avec ta private key. Et du coup, si tu veux, la paire de public key private key agit comme un compte d'utilisateur auprès d'un serveur. Et donc, en fait, ça crée un bridge entre des serveurs centralisés type Web 2 et le Web 3. C'est-à-dire que toi, tu peux continuer à posséder ton wallet avec toutes les identifications, avec comment dire, l'identité Web 3 que tu t'es créée et de s'identifier
dans une plateforme Web 2, sur un serveur Web 2, qui lui pourra te reconnaître sans donner accès à toutes tes informations à ce serveur-là. Euh, donc, le pouvoir est très fort, c'est que demain, n'importe quelle application Web 2, Instagram, Facebook, qui tu veux, peut te permettre de te connecter directement avec ton nom de domaine en .eth, avec ton Ethereum name service sur la plateforme et de jouir des mêmes bénéfices que n'importe quel autre utilisateur qui se serait connecté avec une adresse email. Voilà. C'est Donc pour énorme. moi, ça, c'est vraiment un bridge entre le Web 2 et le Web 3. Et je pense pas que, disons, l'adoption de masse de cet écosystème se fasse uniquement sur le Web 3. Je pense que, par exemple, on voit aujourd'hui, tu as Instagram qui propose des NFT sur leur plateforme directement. On voit également Reddit qui fait ça avec des collections de NFT. Et je pense que ces bridges entre le Web 2 et le Web 3 vont être de plus en plus importants. Pour te donner même un ordre d'idée, il y a un mec que je suis là qui s'appelle Fused VR. Euh, il a créé un système qui permet d'intégrer MetaMask dans un Oculus au travers de Unity. Donc demain, tu es capable d'être dans un Metaverse Web 2 et de faire des paiements avec MetaMask depuis ton Oculus. Enfin, c'est un truc de dingue. Ah oui, Donc, d'accord. voilà. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous ces bridges-là, en fait, qui vont permettre d'avoir un vrai système interopérable. Ouais. Ouais, interopérable, interconnecté, Web 2, Web 3, de toute façon, ça va être nécessaire pour pouvoir aborder davantage de monde. Et ben, je te remercie pour ton temps et ton partage, Thibaut. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous.